Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vraiment heureuse de vous retrouver sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. On a 1 heure à passer ensemble et je vous ai préparé 2 sujets. Le premier, eh bien, nous allons parler d'une marque. Oui, la marque laquelle? Eh bien, vous, mesdames et messieurs, vous pouvez promouvoir votre marque personnelle. C'est ce qu'on appelle le personal branding et on en parle dans un petit moment. Ensuite, on a l'interview 100% santé. On va parler des cancers gynécologiques féminins dépistables. On va faire de la prévention avec le docteur Youssef Benjeloun. Il est gynécologue. À tout de suite. Se connaître pour se faire connaître, afin de se faire reconnaître. C'est le principe du personal branding, justement, ou comment promouvoir sa marque personnelle. On en parle aujourd'hui avec des spécialistes. On a avec nous Saad Attari, vous êtes coach en image. Bonjour, merci d'être avec nous. On a également Amal Hihi, vous êtes coach professionnel certifié et conférencière internationale. Bonjour. Bonjour. Et en deuxième partie d'émission, on aura avec nous Redam Hasni, des psychologues. Il intervient également en milieu professionnel, en milieu d'entreprise, et on va voir ce qu'il pense de tout cela. Le personal branding, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est exactement? Amal Hihi. Oui, bah écoutez, comme on l'entend bien, il y a 2 mots dans le personal branding. Il y a personnel et branding. Donc ce serait intéressant peut-être de décortiquer ça pour aller comprendre plus profondément ce que ça veut dire. Donc quand on prend que le branding, donc le branding c'est brand, ça vient de la marque. Alors on peut penser que marque, c'est marketing, c'est purement marketing. Ouais. D'ailleurs, quand on parle de marque, c'est une création de marque. Et quand on crée une marque, en général, on part du marché, on part d'un besoin existant ou latent pour pouvoir créer une marque, une histoire de marque qui va plus ou moins correspondre à une cible donnée. Dans personnel branding, on rajoute au personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une démarche inverse. Ça veut dire qu'on va plutôt aller de soi, de la personne qu'on est, de bien se connaître, de connaître ses aspirations, ses ambitions, ses valeurs, sa motivation, pour pouvoir justement délivrer la meilleure image de soi-même, en cohérence avec la personne qu'on est, en cohérence avec son identité. Mais c'est du marketing. C'est du marketing. De soi. De soi. C'est du marketing de soi, mais contrairement à un marketing pur de marque, on va partir plutôt de soi, plutôt que de partir du marché. On est dans une démarche inverse. Mais justement, alors, pour mettre les téléspectateurs un peu plus dans le bain, c'est une histoire surtout de milieu professionnel? C'est une histoire essentiellement de milieu professionnel, effectivement, parce qu'aujourd'hui, clairement, on est dans un contexte économique qui est de plus en plus complexe et qu'on a besoin de se démarquer quelque part. Au-delà de ça, je dirais même qu'on a besoin de donner du sens à nos activités professionnelles. D'ailleurs, c'est une question qui revient très souvent. Il y a des personnes qui sont très bien là où ils sont, qui ont un travail, qui arrivent à gagner bien leur vie, mais qui ne sont pas pour autant épanouis. C'est-à-dire qu'ils peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne correspond pas forcément à mes aspirations, ça ne correspond pas forcément au sens que je veux donner à ma vie. Donc, en fait, le projet professionnel s'inscrit dans un projet de vie, finalement. Oui. C'est une partie importante du projet de vie et qu'on a, je dirais, tendance et on a intérêt à mettre tout ça en cohérence pour aller chercher un épanouissement personnel. Parce que plus on va être épanoui, plus on va donner du sens à ce qu'on fait, mieux on va être performant. Alors, donc le personal branding s'inscrit dans le projet professionnel, dans le cadre d'un projet de vie. Tout à fait. Alors, Saad, justement, Amal disait, quand on parle de marque, quand on parle de marketing, en général, ça émane du marché. Or là, pour le personal branding, ou promouvoir sa marque personnelle, ça émane de soi. Mais est-ce que c'est finalement pas le marché qui impose ça, qui impose ce développement au point de faire de nous des marques? Alors, est-ce que c'est le marché qui impose ça? Est-ce que ce n'est pas l'entreprise aussi qui, dans ce but de performance, qui a impulsé ça? Non, je ne pense pas que ce soit l'entreprise qui ait imposé ça. On vit à une ère où aujourd'hui aussi on a besoin de se retrouver, de savoir qui on est, comment bien communiquer, comment mieux se communiquer. Donc ce qui est important finalement, c'est de valoriser sa personnalité. Et en tout temps, et depuis la nuit de temps, ce qui est important aussi, c'est de mieux se connaître. Donc plus on va se connaître, plus on connaîtra ses qualités, ses valeurs, son domaine d'expertise, plus on saura quelles sont les clés qui nous permettront de nous mettre en valeur et de se différencier des autres, plus ça va nous apporter un certain bien-être et surtout une certaine façon de communiquer avec authenticité et sincérité. Parce que l'objectif du personal branding, c'est ça. Hein, la marque personnelle, c'est de pouvoir se communiquer
sincèrement et d'une manière authentique. Mais vous, Au vous contraire, parlez beaucoup. et ne pas Oui. nécessairement, en tout cas pour le commun des mortels, de se fabriquer une image. On n'est pas dans la D'accord. fabrication d'image, absolument pas. Donc, oui et non. Je dirais non par rapport aux arguments que je viens d'avancer, et je dirais oui, pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence énorme. D'accord? Il y a aussi une concurrence énorme qui fait qu'on a besoin de se différencier, mais où trouver les clés pour se différencier? Alors justement, on a l'impression que c'est en effet une construction d'image. Vous dites c'est pas ça. Non. Ça repose sur Absolument quoi pas. alors? Ça repose en fait essentiellement sur une recherche, un positionnement de soi, de donner du sens, comme le disait à juste titre Amel. Et pour donner du sens, eh bien, il y a des étapes, il y a une démarche. Hein, souvent, les gens pensent que personal branding, c'est comment je me positionne, c'est ma marque. C'est comment je m'habille, comment je m'habille, comment je me positionne, comment je vais éventuellement créer mon logo, comment je vais en fait m'exposer Oui. sur le net. Mais c'est pas que ça. Je pense qu'on aura. Mais justement, mais on va y aller. La marque personnelle, ce n'est pas que le web. Ce n'est pas que le web, ce n'est pas que le physique. Ce n'est pas que le physique. Très bien. C'est un ensemble de choses. Alors, d'abord se connaître. Se connaître, ça veut dire quoi, Amel Hihi? Alors, se connaître, c'est très important parce qu'on passe beaucoup de temps à connaître les autres. Et je pense qu'on ne pose pratiquement pas de temps à se poser les bonnes questions pour soi-même. Les bonnes questions pour soi-même, c'est d'abord à quoi j'aspire. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si j'avais pas de contraintes, zéro contrainte, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie quelque part? Quelle est la profession qui me correspond le plus à mon identité, à la personne que je suis? Ok, mais ça, on se pose ces questions quand? Quand on est étudiant, quand on est déjà installé dans la vie professionnelle? En général, il y a aussi une réalité. Bien sûr, bien sûr. En général, c'est des questions, la vérité, de par mon expérience sur le terrain, c'est des questions qui arrivent un peu plus tard dans la vie professionnelle. Tout à fait. C'est-à-dire que les personnes, ils arrivent sur le marché professionnel, forcément, on doit démarrer par quelque chose. Il y a toujours un premier pas dans la vie professionnelle. Au début, on a besoin d'acquérir quand même une expérience, on ne sait pas trop quoi faire, mais effectivement, plus on va avancer dans la carrière professionnelle, plus ces questions-là vont venir d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais là? Pour les années qui me restent encore à travailler, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me correspond le plus? Où est-ce que je peux m'épanouir le plus? Donc c'est des questions quelque part qu'on ne se pose pas forcément au début, mais qui peuvent venir au fur et à mesure avec l'expérience et qu'on se rend compte finalement qu'on a peut-être d'autres aspirations qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'ambition de carrière qu'on avait pensé au départ. Ok, donc c'est un petit peu aussi lutter contre ces pensées limitantes. Tout à fait. Au fait, au-delà de ça, je dirais, comme vous l'avez si bien dit, on a eu tendance à être un petit peu dirigé, ce qui est tout à fait normal, par notre environnement, par nos parents, par nos professeurs, par les personnes qui sont autour de nous, qui nous veulent du bien finalement, qui nous disent, ben voilà, ça serait plutôt intéressant d'aller vers ce secteur-là parce que c'est un secteur porteur, de faire telle profession parce que c'est une profession où il y a de la demande, ce genre de choses. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose qui nous corresponde, mais à ce moment-là, on n'a pas encore atteint la maturité de se poser ce type de questions. Donc clairement, on va au départ s'inscrire dans une démarche professionnelle pour tout simplement gagner sa vie correctement, comme chacun puisse aspirer. Mais à un certain moment, on va évoluer en termes de besoins personnels et on va se poser des questions par rapport à notre épanouissement personnel. Et c'est là où, effectivement, il est important de se dire... Donc, on peut, par exemple, carrément prendre un virage important dans sa vie dans le cadre de ce personal branding. Tout à fait. Ça permet même parfois une reconversion professionnelle. Ça peut, pas forcément, ça ne veut pas forcément aboutir à une reconversion, mais ça permet de se positionner en termes de visibilité, en termes d'objectifs et surtout en termes de... Je me projette à moyen long terme vers un chemin qui me correspond le plus. Donc en fait un plan de carrière qui regroupe plusieurs éléments. Tout à fait. Absolument. Donc ça disait il n'y a pas que le web, mais c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est site web, tout ce qui est... tous ces outils-là jouent un rôle important aujourd'hui. Alors oui, en fait, le concept de personal branding, donc, qui est un concept anglo-saxon, naturellement, voilà, et qui s'est exporté partout dans le monde, est lié effectivement à l'explosion du web, le développement d'Internet, de tous ces réseaux sociaux, là où effectivement, il y a depuis maintenant les années, on va dire 2000, 1998-2000, eu une explosion énorme, où les gens peuvent maintenant communiquer sur tout, sur rien, sur leurs aspirations, sur leur domaine professionnel, sur leur vie privée, sur leur vie, sur leurs loisirs, etc. Donc, le personal branding, c'est effectivement un moyen en fait de se rendre visible, mais de se rendre visible aussi intelligemment, comme le disait Amel, intelligemment par rapport à ses objectifs de vie. Mais on a par exemple
beaucoup d'entre nous, je ne veux pas dire tous, mais beaucoup d'entre nous ont une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, et peut-être qu'on n'est pas encore inscrit dans cette démarche de personal branding, mais sans le savoir, on y est déjà, et on risque de véhiculer de mauvaises images, pas les bonnes. Alors oui, on y est déjà. Maintenant, ce qui est intéressant, on y est déjà effectivement parce qu'on véhicule une image, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, si vous ouvrez un compte, quel que soit le compte que vous ouvrez sur Internet et que vous ne l'alimentez pas, vous communiquez une image. Hein, vous postez des choses et vous avez des amis ou autres qui rebondissent dessus, vous postez une image. Ce qu'il faut comprendre, surtout en personal branding et sur la partie web, oui, c'est que tout ce que l'on va dire, tout ce que l'on va faire va rester. Voilà. Donc, à partir de là, il faut être conscient que si l'on souhaite se construire une visibilité dans un intérêt professionnel ou parce que, je ne sais pas, vous avez une mission de vie, il y a des sujets qui vous portent à cœur, vous créez une association, vous avez envie de communiquer sur certaines choses, il faut que tout ça soit en harmonie. Parce que la finalité de tout ça, c'est l'harmonie. C'est donner du sens entre ce que l'on est, ce que l'on dit, c'est de la congruence finalement. Ouais. Mais quand on dit personal branding, c'est promouvoir sa marque personnelle, il y a l'idée de l'amélioration, la promotion, la visibilité. Donc, il n'y a pas que de l'altruisme dans tout ça. Bien sûr. Bien sûr, au fait clairement, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Je dirais que les réseaux sociaux, Internet, ça fait partie aujourd'hui, c'est au cours de nos vies. Et ça permet justement une communication à une échelle beaucoup plus grande. Et ça permet d'accompagner les personnes dans leur réussite professionnelle d'une manière beaucoup plus rapide. On s'inscrit dans une ère très rapide où on arrive à avancer avec une vitesse beaucoup plus importante qu'avant. Et donc, quelque part, c'est très important de trouver une cohérence. C'est-à-dire, si je suis inscrite sur LinkedIn, sur Facebook, sur Viadeo, sur Twitter, il faut qu'il y ait une cohérence dans mes messages, de manière à ce qu'il n'y ait pas je dirais, de messages contradictoires par rapport à l'image que je veux transmettre. C'est un peu en relation, c'est comme si je prenais une marque quelque part. Comment est-ce qu'une marque devient forte? Elle devient forte parce qu'elle arrive à se différencier avec l'unique selling proposition, USP. Quel est mon unique selling? Qu'est-ce qui me différencie moi en tant que personne? Parce qu'on est chacun unique. Mais dans ce cas-là, je ne sors pas du principe de construire une image, honnêtement. Je construis une image, parce qu'au départ, vous disiez non, mais attention, le personal branding, promouvoir sa marque personnelle, c'est pas la fabrication de l'image. C'est pas la fabrication, mais c'est la promotion. Alors c'est très différent. différent. En quelque sorte, je montre ce que je veux montrer. Je ne montre que ce que je veux montrer. Je ne montre que le profil qui est à mon avantage. En fait, donc je façonne une image. Alors je la fabrique, mais je la fabrique pas à partir de rien. Un produit, par exemple, est fabriqué à partir de rien. On va inventer l'histoire du produit. Oui, mais ça devient un produit. Oui, mais on va l'inventer à l'origine. On va inventer son histoire. On va inventer un packaging. On va l'associer à des personnalités et du coup, on va en faire tout un monde. Ça va être virtuel, etc. On va l'associer. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qui se passe? On a déjà notre propre histoire. Elle est en nous. L'idée, c'est de pouvoir faire ressortir les éléments les plus positifs, les mettre sur la table, dire voilà, moi je prends un exemple concret. Oui, on y va pour l'exemple. Exemple concret, je suis couturière. J'adore faire un type de robe, etc. et tout. Et sur le marché, il y a énormément de couturières. Je ne suis pas la seule à avoir du talent. Je ne suis pas la seule à aimer la soie. Je ne suis pas la seule à façonner selon telle ou telle technique. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui? Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de développer mon marché davantage. D'accord? Je ne suis pas spécialement une adepte de tout ce qui est web, etc. et tout, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour avancer, parce que c'est ma passion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets déjà à plat les choses. Qu'est-ce qui, moi, dans ma personnalité, me différencie des autres et dans mon produit? Parce que ce que je ne trouve pas dans mon produit, je le trouve chez moi en réalité. Qu'est-ce qui va faire que vous, aujourd'hui, vous allez venir me voir pour acheter mes robes et non pas ma voisine? Pourquoi? Parce que peut-être que dans mon histoire, dans la manière dont j'ai transmis mon message, mon storytelling, mon message de marque, il y a des choses qui vont vous toucher. Mes valeurs peuvent toucher les vôtres. Et là, un lien va se créer, une sorte d'ADN relationnel en fait se crée. Mais est-ce qu'on a la possibilité de faire ça? Est-ce qu'on a tous la possibilité technique de faire ça? Bien sûr, on a tous cette possibilité. À partir du moment où on réfléchit sur soi et on met les choses à plat. D'accord. Voilà. Et de dire, voilà, aujourd'hui, moi, mon message de marque, c'est effectivement de valoriser, de rendre belles toutes les femmes du monde. Bon, je donne un exemple, etc. À ma manière. Et moi, les rendre belles, c'est de leur faire porter des matières qui parlent d'elles, qui communiquent d'elles, qui sont chargées d'histoire, qui sont chargées de tradition. Voilà, c'est mon message de marque. D'accord? Mon message de marque, je vais lui donner vie. Alors, je vais lui donner vie, certes, à travers des supports, mais à travers ma personne. Et ma personne, en quoi je suis constituée? Comment, justement?
Voilà. La personne comment? Alors, le support, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, web. Une fois qu'on a compris, qu'on a, comment dirais-je, découvert ou mis à plat justement qui on est, son histoire, son message de marque, déjà on est en confiance, en estime de soi, on est aligné avec soi-même. Donc ensuite on va communiquer son message. Comment va-t-on communiquer ce message-là? Nécessairement, on passe à la partie marketing. C'est là où les gens parlent souvent de personal branding en disant, bon, c'est le marketing de soi, certes, mais avant le marketing de soi, il y a tout un travail en amont. En amont. D'où l'importance de se connaître. C'est très important de se connaître. Exactement, En fait, pour mieux se communiquer. Et connaître ses failles aussi. Bien sûr, Au fait, fragilités. l'idée, le point de départ, on part de soi. Ouais. Déjà, c'est définir quelles sont mes valeurs. C'est rare qu'on se pose ces questions. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Parce qu'au fait, les valeurs, c'est un peu comme, moi j'aime bien dire, les valeurs, c'est un peu comme les étoiles du berger. C'est inconsciemment, elles nous permettent de prendre des décisions dans la vie. Et quand on prend des décisions qui sont à contresens de nos valeurs, on n'est pas aligné, on se dit on n'est pas bien, je me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi. Ben, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a quelque part entamé des démarches ou bien agi en contradiction avec nos valeurs. Et donc du coup, ça va diminuer un peu de la performance de ce qu'on va faire. Donc l'idée, c'est de définir, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Au-delà de l'objectif, ça allait même plus loin que l'objectif. On va aller chercher le sens. Moi, je parle beaucoup de sens parce que c'est beaucoup plus fort que l'objectif. Le sens, c'est la finalité de mes actions. C'est le pourquoi des choses. C'est le pourquoi des choses. C'est vers quoi j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui va me vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer tous les jours? Et je vais aller chercher la motivation profonde qu'il y a en moi, qui va faire que quand je vais vous dire voilà qui je suis crédible quelque part. Parce que ça reflète mon identité profonde. Parce que vous êtes convaincu de ce que vous dites aussi, de votre message. Tout à fait, parce que non seulement je suis convaincue, mais parce que j'ai pris le temps de bien définir qui je suis et de définir à quoi j'aspire et qu'est-ce qui fait sens pour moi. C'est important aussi de déterminer, de définir ces obstacles, notamment en milieu d'entreprise. Je suis dans une entreprise, je travaille, ok, j'apprends à me connaître, mais je sais que par exemple pour avancer ou pour réaliser tel projet, j'ai quand même un blocage. Bien sûr, c'est très important de les définir. Parce que les blocages, il y a deux types de blocages. Il y a d'abord des blocages internes qu'on s'impose à nous-mêmes, parce que souvent dans les accompagnements que je puisse faire, les gens, quand ils me parlent des blocages, souvent c'est des blocages qui se mettent eux-mêmes. Okay. C'est des croyances, c'est des limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Bien sûr, il y a des blocages externes, on va pas les nier. Ouais. Elles sont là, elles existent et c'est important de les voir. Mais là où on a besoin de mettre de l'énergie, c'est forcément en nous-mêmes, pas sur les événements sur lesquels on n'a pas la main. D'accord. Et donc, du coup, en mettant de l'énergie en soi, pour pouvoir se démarquer, même à l'intérieur d'une entreprise, parce que accompagner une personne, par exemple, qui a une envie d'évolution en termes de carrière, elle a besoin de se mettre en avant. Qu'est-ce qui va faire que je vais vous choisir, vous, pour avoir ce poste-là et pas quelqu'un d'autre? Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous allez me choisir moi et pas quelqu'un d'autre? J'apprends à me connaître. Je connais mes points forts, mes points faibles. Je suis convaincue de ce que je peux apporter à l'entreprise et comment je peux évoluer, par exemple. Oui. Comment communiquer autour de ça? C'est ça. Justement, ça aide. Comment je peux communiquer tout ça? Comment je peux le véhiculer? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet, j'ai envie de dire, communication verbale, savoir mieux communiquer pour soi. Et puis, il y a le volet, effectivement, communication non verbale. C'est aussi faire très attention, ou en tout cas être sensible à l'image que l'on dégage, à travers la manière dont, les vêtements que l'on porte, la manière dont on se mouvoie, sa posture, à travers aussi... Par exemple, justement, est-ce qu'à ce moment-là, quand on rentre dans ce qui est vestimentaire, gestuel, est-ce qu'on n'entre pas dans la fabrication de l'image? Non, on essaie juste, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, où on en est, on essaie juste d'être en alignement, qu'il y ait une harmonie entre le fond et la forme. C'est ça l'idée. Une personne qui est destinée à manager une vingtaine de personnes, ou une équipe, peu importe, se doit un peu, j'ai envie de dire en termes d'apparence, en termes d'image, d'avoir justement cette prestance. Donc manager en arrivant, en n'ayant pas cette posture ou en n'ayant pas... Par exemple, service commercial, j'exige que toute mon équipe soit tout le temps habillée en costume cravate, d'accord? Et qu'il soit un peu tiré à 4 épingles, etc. Si moi-même je ne donne pas le ton, je vais sans doute perdre en crédibilité, même beaucoup en crédibilité. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir la posture et l'image qui soient en harmonie, qui vous donnent confiance et qui renforcent votre estime dans votre milieu professionnel. Alors, est-ce que ça marche, cette histoire de personal branding, dans votre entourage, dans votre pratique professionnelle à vous? Est-ce que vous avez palpé la différence entre les personnes qui s'inscrivent dans cette démarche et les autres qui sont dans une simple évolution professionnelle, pensée professionnelle? Ça aide.
Bien sûr que ça marche. Ça ne peut que marcher. Pourquoi? Parce que comme le départ, encore une fois, c'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus, mais comme le travail se situe finalement en nous, à partir du moment où on est apaisé, on a gagné en confiance de soi, on connaît nos vulnérabilités, on a travaillé dessus, on sait aujourd'hui ce qu'on veut par rapport à un objectif, soit professionnel ou autre ou personnel, naturellement, on gagne en confiance, on gagne en estime de soi. Et là, du coup, on est plus préparé, quelque part, on est bien préparé pour s'offrir au monde. Mais pourquoi aller chercher un terme anglo-saxon pour parler de ça, alors que j'ai l'impression, peut-être je me trompe sûrement, mais corrigez-moi, j'ai l'impression que c'est une simple histoire de confiance en soi, tout simplement. C'est beaucoup plus que de la confiance en soi. Parce que et c'est là où on rentre tout ce qui est véhiculer l'image, donc promotion de mon image, et à ce moment-là, on parle de marketing. Oui, c'est beaucoup plus que la confiance en soi, parce que la confiance en soi, déjà, c'est lié à un contexte donné, à un environnement donné, à une situation donnée. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est courant durant toute notre vie. On est durant une journée, on est à 95% confiant en nous parce que on fait des choses qu'on a l'habitude de faire et qu'on sait qu'on a les capacités pour les réussir. La confiance en soi, elle est souvent reliée à un contexte, à un environnement, à quelque chose. Donc clairement, c'est pas que de la confiance en soi. Le personal branding, pourquoi c'est anglo-saxon? Parce que ça vient tout simplement, l'origine est américaine. Et donc, si ça a fonctionné, effectivement, ça a donné de très très bons résultats par rapport au développement et ça a été repris en coaching professionnel parce que ça prouve que ça donne des résultats en accompagnement pour pouvoir développer le charisme, le leadership de la personne, la posture managériale et en tout cas la performance que viennent chercher souvent les personnes qui sont coachées dans le milieu professionnel. Et donc, du coup, ça a été repris, bien sûr, par la suite dans le milieu francophone et en l'occurrence dans notre milieu. Alors, juste une question. Vous l'avez dit, souvent, on s'inscrit dans cette démarche une fois qu'on a une forme de maturité professionnelle. C'est-à-dire qu'on a déjà évolué dans un milieu professionnel et là, on commence à se poser des questions où je vais, comment m'améliorer, comment montrer tout ça, comment véhiculer tout ça. Ce qui serait important aussi, peut-être, c'est pour tous les jeunes qui nous regardent, qui sont en recherche d'emploi, c'est comment les aider à s'inscrire déjà dans cette notion de personal branding, de promotion de sa marque personnelle, sans trop entrer dans la futilité des réseaux sociaux, de tout ce qui est web, mais vraiment de s'inscrire dans cette démarche globale, et sans avoir autant de recul professionnel. Est-ce que c'est possible? Comment on peut aider les jeunes qui nous regardent à faire de la recherche d'emploi, à se démarquer grâce au principe du personal branding? Bien sûr que ça peut être utilisé pour les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, clairement, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, le recrutement devient de plus en plus virtuel. Et il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à recruter qu'à travers les réseaux. En l'occurrence, je peux citer LinkedIn à titre d'exemple, où effectivement, c'est juste des profils professionnels et de plus en plus de gens recherchent à travers des réseaux comme ça. Donc, c'est très important. Qu'est-ce que je mets dans mon profil? Qu'est-ce que je mets comme talent, comme expérience professionnelle et comment je la valorise? Au fait, ça va être un titre accrocheur qui va être en cohérence avec la demande de l'employeur. Comment je fais D'ailleurs, c'est une question qui peut revenir aussi quand on est en entretien de recrutement, de dire qu'est-ce qui fait que je vais vous recruter vous pour ce poste et pas quelqu'un d'autre? C'est une question récurrente. C'est une question qui est très récurrente et souvent les gens pêchent à répondre parce qu'ils ne savent pas forcément quoi répondre. Qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut répondre, c'est une question d'abord à laquelle il faut être préparé, parce que si on ne valorise pas notre talent, parce que toute personne a un talent, moi je suis convaincue de ça, on a tous un talent. Mais quand on est un jeune en recherche d'emploi, on ne connaît pas forcément encore son talent. On n'en est pas encore véritablement conscient et sûr. Ça, c'est sûr. Donc, justement, c'est pour ça qu'il faut préparer ça en amont, de dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter, quelle est ma valeur ajoutée dans une entreprise? Parce que quand vous faites un entretien de recrutement, la personne, ce qu'elle recherche, c'est pas votre histoire, etc. C'est qu'est-ce que vous allez lui apporter. Quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à cette entreprise et qui n'est pas forcément en relation avec la compétence, qui n'est pas forcément en relation avec votre parcours universitaire ou bien forcément avec votre diplôme. Ça va être plus en relation avec votre savoir-être. Ça va être plus en relation avec la personnalité que vous avez. C'est-à-dire que si donc ne pas hésiter à mettre ça en avant et sortir un peu du cadre purement universitaire, formation. Tout à fait. Plutôt parler de soi. Et là, c'est vraiment ça, c'est ça qui va faire la différence. D'ailleurs, le savoir-être a été identifié même dans les écoles de commerce comme étant un levier de performance. C'est-à-dire à diplôme égal,
si j'arrive à développer mon savoir-être et que j'arrive vraiment à me mettre en avant, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'estime de soi, la confiance en soi, la manière de communiquer, la prestance, la présence. Mais tout ça, on ne l'étudie pas en fait. On ne l'étudie pas, on ne l'apprend pas en milieu professionnel, on l'apprend à nos dépens. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des piliers de la performance, de la réussite professionnelle, de la réussite dans la carrière, du développement du projet de vie. Tout à fait. Et voilà, il faut attendre de sortir du cadre universitaire, commencer à travailler, se casser la gueule un peu. Un peu. Et voilà, faire des recherches, suivre des formations. C'est quand même, c'est pas très juste. Bah, moi, je dirais au fait de toutes les façons, c'est un chemin. On fera, c'est une recherche continue. C'est-à-dire, on va pas le faire une fois et on se dit ça y est, on est bon pour la fin, jusqu'à la fin de notre vie. C'est un parcours qui va changer au fur et à mesure de notre carrière. C'est-à-dire c'est une remise en question qui est permanente. Même si je le fais à la sortie d'école, 5 ans plus tard, il va falloir que je le refasse. Et puis plus tard, chaque fois que je me remets en question, voilà. C'est un moment où je dois me poser quand même des questions. Donc c'est pas à gagner, je dirais, à n'importe quel moment on le fait. Le monde professionnel a changé quand même. C'était pas comme ça avant. Avant, on sortait, on faisait des études, on sortait, on exerçait, et puis c'est tout. Oui. Les choses ont beaucoup changé. Est-ce qu'il y a des dérives par rapport à cette histoire de personal branding? Eh bien, je vais vous poser la question dans un petit moment et on aura avec nous un psychologue qui intervient souvent en milieu d'entreprise. Il va nous parler de tout ça lui aussi, donner son avis sur la promotion de sa marque personnelle, sans oublier également qu'on va faire le point sur les cancers gynécologiques féminins dépistables avec le docteur Youssef Benjeloun. Ça, c'est pour la deuxième partie. À tout de suite. Allez, on reprend notre sujet sur la promotion de sa marque personnelle, le personal branding. Justement, se connaître pour se faire connaître afin de se faire reconnaître, c'est le principe du personal branding. On continue la discussion avec vous, Saad Attaré, coach en images. Merci d'être là. Amal Hihi, coach professionnel certifié, conférencière internationale. Et vous êtes avec nous, monsieur Redem Hasni, vous êtes psychologue et vous intervenez souvent en milieu d'entreprise. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'être là. Alors, vous avez suivi la discussion jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que psychologue? Comment ça peut agir sur la personne, le principe du personal branding? Alors, il est évident que toute réflexion sur soi, en fait, il est connu depuis le temps. Connais-toi toi-même, ce n'est pas une évidence d'aujourd'hui, mais bien historique. Mais il en va de soi qu'il faut mettre en garde par rapport à une forme, je ne dirais pas de dérive, mais une forme de mode de fonctionnement dans l'entreprise qui vise davantage vers l'individualisme, vers penser à soi alors que nous avons plus besoin, étant ensemble, d'être plus solidaires, d'avoir une meilleure cohésion en groupe. Et les nouvelles formes de l'entreprise, l'évaluation personnalisée du travail notamment, fait que nous pensons plus à nous-mêmes que penser en équipe ou penser en groupe. Il est bien entendu important de travailler sur la confiance en soi. Il est important de quelque part entretenir cette image positive de soi, de connaître ses limites, de connaître ses forces, mais à force de taper quelque part sur ces paramètres, on finit par se désolidariser du reste, du groupe, et de se focaliser sur une image de soi, un narcissisme extraverti quelque part. À partir de là, je pense que... J'aime bien l'expression narcissisme extraverti, c'est-à-dire j'ai le droit de me mettre en avant, j'ai le droit de parler de moi, j'ai le droit de me valoriser. Absolument. Je pense que ça tend vers une philosophie de soi qui n'est pas toujours que positive. Elle l'est à partir du moment que nous présentons quelques déficits quelque part en termes d'image de soi, en termes d'image positive de soi-même. Mais de là à rendre cette nécessité pour le moins total, le mot tout est revenu plusieurs fois, dans le sens où telle technique est valable pour tout le monde, est valable pour les étudiants, est valable pour les lauréats, est valable pour ceux qui cherchent un travail, est valable pour les managers, est valable... Je pense qu'il y a une forme de relativité à opérer dans ce sens-là, dans le sens où cette question du coaching et cette question de l'image de soi fait qu'à un moment donné,
on n'est plus dans une forme de recherche de l'humain. Et cela risque parfois d'annuler cette forme de subjectivité nécessaire, cette forme de Alors, on va voir personnel. ce qu'en pensent les coachs, justement. Saad Attali, vous êtes d'accord avec cette expression de narcissisme? Vous l'avez appelé comment, narcissisme? Extraverti. Extraverti, exactement. Alors, en toute honnêteté. En toute honnêteté, j'ai envie de vous dire oui et non. On ne peut pas dire oui. Toutes les réalités sont là. Effectivement, il y a certains qui poussent, il y a certaines personnes, et notamment des gens de notoriété, qui poussent à l'excès leur image. Mais en règle générale, on se rend compte que c'est souvent sous couvert d'une stratégie volontaire et qui nous laisse penser que ces gens-là sont narcissiques, extravertis, etc. Je pense que c'est volontaire et c'est dans l'objectif... il ne faut pas se leurrer non plus. Qu'est-ce qu'on cherche quand on veut révéler sa marque personnelle et la mettre en avant? On cherche à se rendre visible, on est d'accord? Oui, absolument. Visible auprès d'un recruteur, visible auprès de ses amis. On a envie d'évoluer, en fait, on a envie d'évoluer, visible parce qu'on a une association et qu'on souhaite qu'il y ait plus Mais justement, c'est légitime ou pas, en fait? Oui, c'est légitime. C'est légitime à partir du moment où vous savez ce que vous faites. À partir du moment où vous conscientisez et que vous maîtrisez ce que vous faites. Mais voilà. Voilà. C'est légible. Pour moi, c'est légitime. Après, on peut ne pas y adhérer. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît Lady Gaga. Enfin, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais une artiste très extravertie. Clairement, son personal branding a été, là, pour le coup, très fabriqué. Pour certains, c'est trop, c'est too much. Pour d'autres, mais pour rester dans le milieu de l'entreprise, par exemple, à notre échelle à nous... Oui, non, mais juste, voilà, le côté aussi narcissique, bon, c'est aussi bien de prendre des exemples pour qu'on puisse comprendre. Là, on voit bien que c'est trop, mais pourtant, c'est en harmonie avec ses Mais est-ce que objectifs. l'entreprise n'en profite pas, justement? Si, par exemple... Je pense que oui, effectivement, il y a des effets pervers de cette compétitivité poussée à l'extrême. Est-ce que c'est une forme de compétitivité, justement? Mais écoutez, de toute façon, je pense que, je disais tout à l'heure, le projet professionnel fait partie d'un projet de vie. Et donc, on ne peut pas se dire aujourd'hui, je fais rien, je laisse passer et je ne réagis pas. Et moi, je voulais quand même réagir par rapport à un point très important que vous avez dit, c'est celui de dire on peut tomber dans la personnalisation, dans l'individualisme, et pas forcément réfléchir à une relation d'équipe. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'au fait, quand on arrive à être aligné avec soi-même, quand on arrive à être authentique, à être vrai. On parle de personal branding avec authenticité. Je ne parle pas d'une image fabriquée. C'est très important de signaler ça. Mais forcément, à un moment ou à un autre, on grève des trucs pour contribuer à l'image. On grève des trucs de communication. Comment je communique? Quel est le message que je vais vous transmettre? Et quand je vais vous le transmettre, vous allez me croire parce que quelque part, mon non-verbal, mon attitude, avec la façon avec laquelle je me comporte avec les autres, avec moi-même, avec mon environnement, il y a une cohérence. Il y a une cohérence qui fait que ce que je suis en train de dire, le message que je vous livre est crédible. Par contre, quand j'arrive à travailler cette relation avec moi, que je suis dans l'estime de moi-même, dans la confiance de moi-même, forcément, mes relations avec les autres vont s'améliorer et je vais être dans une construction positive. Reda? Alors, il est important de signaler que cette forme qui vise justement l'individualisme porte en elle-même une forme de contradiction, parce que c'est tout cet ensemble de personnes qui visent à être singuliers utilisent les mêmes procédés. On leur propose les mêmes méthodes, on leur propose une image professionnelle, une photo professionnelle, un logo professionnel, un résumé avec des mots-clés que les recruteurs cherchent quelque part. Et au bout d'un certain moment, on redevient tous pareils. Encore une fois, on retombe dans une forme, le cercle vicieux, d'une standardisation. Vous n'êtes pas d'accord? Quand on essaye d'apprendre. Non, mais c'est bien de ne pas être d'accord. C'est ça le débat, justement. Justement, enfin, c'est un échange. C'est un échange quand on demande à tout le monde de sourire de la même manière, de se présenter de la même manière. De prendre la photo du même profil. Absolument. On le disait avec Emma tout à l'heure. Et ce sont quelque part des paradigmes, des normes qui deviennent des normes à partir du moment où on se prête à cette. Alors justement, est-ce qu'on risque pas de basculer vers une forme de standardisation de la communication de soi? Moi, je voudrais juste rebondir sur un mot très important qui est un mot clé. C'est proposer. Un consultant peut proposer. Un conseiller peut proposer. Un coach ne propose jamais. On n'est pas du tout dans la proposition d'un modèle. Bien au contraire. On est un miroir de l'autre et on pousse l'autre. Mais un consultant est un coach en général? Non, pas du tout. Alors, bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais au fait, un coach va amener la personne à définir elle-même
ce qui est important pour elle. Et on a tous des choses qui sont très différentes les uns des autres, à définir sa propre image d'elle-même et à définir ses propres talents. Et c'est elle qui les définit. C'est pas le coach qui propose une image. Et ça, c'est important à souligner. Par contre, je suis d'accord avec vous, un consultant peut proposer. Et là, on est dans deux démarches complètement différentes. Alors, maintenant, on est pour, on est contre. Il y a cela dit des détails importants, des choses importantes à mettre en place pour le personal branding. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Se connaître, on en a beaucoup parlé. Pour se faire connaître, afin de se faire reconnaître, donc se connaître, c'est vraiment le premier principe. Les autres principes, sur quoi ça repose? Alors, une fois qu'on se connaît, l'idéal. La deuxième étape, c'est de matérialiser. Oui. On a par exemple tous une carte visite, ça c'est le B.A.B.A. On a besoin de matérialiser, et bien justement, Samar, comment on la matérialise, comment on se présente aux autres à travers différents supports. Alors, il y a des supports, j'ai envie de dire, physiques, non virtuels. Les grands classiques. Les grands classiques, c'est effectivement CV, carte de visite, flyer, le programme, le choix des couleurs, son look, la manière dont je me présente. Mais oui, mais justement, Monsieur Hasni, en tant que psychologue, par exemple, quand on se fait sa carte visite, on pense à la typographie, aux couleurs, au format et tout ça. Et là, on s'inscrit déjà dans la démarche du personal branding. On y est, complètement. Absolument. On y est. Absolument, il y a cette démarche-là, mais moi je recommande vivement que l'on ait une idée sur sa propre carte visite avant de se présenter chez l'imprimeur ou chez le graphiste. Et à partir de là, le graphiste essaye de nous suivre dans notre propre démarche, dans ce qui nous concerne, dans ce qui a un sens pour nous. Mais à partir du moment que vous débarquez chez lui sans idée, il vous dit, écoutez, j'ai un tel modèle qui a très bien marché, tout le monde me le demande. D'accord. À éviter. On revient sur les mécanismes. Donc on revient encore une fois à l'idée de l'homme-machine automate qui tend à se ressembler. Alors on revient au principe du personal branding. Donc deuxième étape, effectivement, c'est de matérialiser donc tous ces outils, avoir des outils qui vous ressemblent. C'est là, et c'est là où on va marquer, où la personne marque sa différence. Donc il y a une multitude d'outils et il faut trouver aussi les supports qui vous conviennent. Voilà, donc il y a la partie web. On ne se lance pas tous sur les mêmes supports. Mais non, mais ça dépend de votre projet. Mais justement, qui nous conseille? Parce qu'on n'a pas tous l'information pour, en fait. Et justement, c'est là où je peux comprendre Reda Hasni. On se retrouve à faire tous la même chose parce qu'on n'est pas véritablement orienté. C'est pour ça que le choix de l'orientation est très important. Qu'est-ce qu'on cherche derrière cet accompagnement? Est-ce qu'on cherche plutôt, effectivement, à être conseillé par un expert qui va nous apporter son expertise métier et qui va nous donner des conseils, et là c'est une démarche qui est complètement différente, ou bien plutôt on cherche un coach qui va plutôt nous amener à définir ce qui est important pour nous, à définir quelle est notre identité, notre personnalité, ce qu'on a envie de véhiculer et comment on veut le véhiculer, et de mettre sa propre empreinte sur ce qu'on a envie de l'image qu'on veut projeter. Donc c'est deux démarches différentes et ça dépendra de la recherche de tout un chacun et ça va rejoindre ce que cherche chaque personne. Les deux, je dirais, les deux démarches se valent, mais les résultats ne sont pas les mêmes et les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour finir, cette histoire de personal branding n'est pas réservée uniquement au monde de l'entreprise, elle peut être réservée aussi aux professions libérales. Bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Enfin, complètement. Elles sont complètement, et j'ai presque envie de dire, c'est d'autant plus justifié que lorsqu'on est entrepreneur ou profession libérale, profession indépendante, souvent ce qui se passe, c'est que c'est notre relationnel finalement qui va faire adhérer. Hein. L'idée, c'est de faire adhérer à notre univers l'autre qui est en face de nous, et ça se joue souvent sur sa personne. C'est-à-dire qu'avant même de vendre ses services, on vend sa propre personne. Voilà, parce qu'on a été inspirant, parce qu'on a été apprécié, parce qu'on a été humain. Et là, effectivement, c'est, comme vous le disiez à juste titre, c'est pas indispensable, c'est pas obligatoire, mais clairement, c'est un atout. C'est un atout pour se différencier. Voilà, ça crée la différence, c'est un atout pour se différencier. Effectivement. C'est un atout, ça crée la différence, vous dites, Reda? Je pense qu'on revient encore une fois à cette idée de savoir se vendre et qui annule quelque part le côté humain de la personne et le côté subjectif de la personne. Non, alors vraiment en une seconde. En une seconde. Le personal branding aussi, c'est s'inscrire aussi dans une relation gagnant-gagnant. C'est ça aussi le personal branding. Je me vends, oui, je vends un service, mais je le vends différemment. Je le vends d'une manière sans doute plus humaine. Je ne mens pas, en fait. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Voilà, ça c'est le mot. C'est le mot clé. C'est surtout ça. Vendre des choses. De vendre authentiquement. Mais on est dans une relation gagnant-gagnante.
Eh bien, merci beaucoup pour votre mobilisation autour de cette thématique du personal branding. Éclairer un petit peu les téléspectateurs d'Onzito sur Média TV. Souad Attali, coach en images. Amal Hihi, coach professionnel certifié, conférencière internationale. Et Reda Mhasni, psychologue. Merci beaucoup pour votre confiance à l'émission et pour votre apport aux téléspectateurs. Moi, je reste avec vous une poignée de secondes et on parle dépistage. À tout de suite. Allez, on enchaîne sans transition cette fois-ci avec notre sujet autour du dépistage des cancers gynécologiques féminins, justement de la prévention. Ça, c'est très important. Ça sauve des vies. Et c'est pour ça que nous avons avec nous le docteur Youssef Benjeloun, gynécologue à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous en avez pensé quoi de ce sujet sur le personal branding, vous, en tant que médecin, justement? J'ai trouvé très intéressant et permettez-moi de faire le lien un petit peu avec ce dont on va parler maintenant. C'est que, comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Et on était dans la manière de véhiculer l'image de soi-même et dans un contexte professionnel, dans un contexte donc, de société. Et il ne faut pas oublier qu'on a un corps aussi qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut, notamment chez la femme, il y a une phase très importante de leur santé qu'il ne faut pas oublier, et en particulier le dépistage du cancer du sein et du col. Ça, c'est les cancers gynécologiques les plus communs, les plus fréquents au Maroc, cancer du sein, cancer du col de l'utérus? On estime actuellement, les dernières statistiques compilées parlent de à peu près 40 000 nouveaux cas de cancer, tout confondu, au Maroc. Et parmi ces 40 000 nouveaux cas, on retrouve 20% de cancer gynécologique. D'accord. Et dans ces 20%, le cancer du sein représente 35%. Et le cancer du col vient juste après, à raison de 15%. Okay. Donc oui, chez la femme, c'est vraiment les cancers à viser en priorité dans le cas du dépistage, contrairement à l'homme où c'est plutôt le poumon en premier rang et suivi par la prostate. Ça, tout à fait. Alors, bonne nouvelle, ces cancers les plus fréquents chez la femme sont des cancers qu'on peut prévenir et qu'on peut dépister. Tout à fait. Le cancer du col et celui du sein ont l'avantage de concerner des organes qui sont en fait superficiels. Vous voyez, le sein, c'est pas plus superficiel que la glande mammaire, qui est une glande sous-cutanée et qui est facilement abordable par la patiente elle-même. Donc elle doit apprendre un peu à s'autopalper tous les mois, après chaque règle. Et puis chez le médecin, bien sûr, dès qu'il y a une consultation chez le médecin généraliste ou chez le médecin gynécologue, l'examen du sein est systématique et fait partie du plan national de dépistage du cancer du sein. Ok. Alors, on fait cancer par cancer. Cancer du sein, la palpation, l'autopalpation, c'est après les menstruations, c'est la semaine après. Comment ça fonctionne? On parle de juste après les règles, parce qu'en général, c'est une période où le sein ne fait pas mal. Okay. Il est un peu plus souple, donc il est un peu plus facilement examinable. Et c'est vrai que souvent, des patientes ont du mal psychologiquement à s'autopalper. Il faut juste prendre le temps. Par peur de découvrir quelque chose? Par peur, oui, souvent par peur. Il faut leur montrer que bon, il y a une méthode à suivre et que, au contraire, le but, c'est de, si jamais il y a un nodule, une petite masse qui est palpable, ça veut dire qu'il fait déjà 10-15 mm de diamètre. Donc le résultat après traitement est de 100% de guérison à 5 ans. Si c'est un cancer? Si c'est un cancer. Bien sûr. Parce que, juste un détail, si par exemple une femme en autopalpation trouve quelque chose, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Parce que ce quelque chose ne veut pas forcément dire cancer. Il faut rassurer quand même les téléspectatrices. Bien sûr. Alors, à la suite d'une autopalpation positive, la patiente donc, va se diriger vers son médecin traitant le plus proche et ce médecin va la réexaminer et souvent on trouve des faux positifs, donc on rassure un peu la patiente. Maintenant, l'échographie est souvent disponible au niveau des cabinets médicaux, des centres de santé et aussi des hôpitaux publics. On peut facilement, à la suite d'un examen, dans le cadre d'un examen complémentaire
qui fait suite et qui est souvent informateur, on peut faire une échographie mammaire qui va déjà orienter vers soit c'est un kyste, soit c'est une masse solide, et puis ses caractéristiques, puis plus ou moins rassurer la patiente et lui demander dans la foulée de faire une mammographie. Et ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui en matière du cancer du sein, c'est la possibilité, avant même de toucher cette masse, hein. Le but, il faut bien comprendre et expliquer aux téléspectatrices, c'est qu'il ne faut pas dépasser cette taille. Celle-là, celle que vous avez dans la main. C'est-à-dire qu'à partir de 10-15 mm, c'est-à-dire cette taille, on peut palper sur un sein qui est de taille moyenne, petite, et vraiment 2 cm, même sur un gros sein, on peut arriver à dépister une masse de cette taille. Et tant qu'on n'a pas dépassé cette taille, on estime qu'on est à un stade T1, c'est-à-dire moins de 2 cm. Et aujourd'hui, il y a... Ça, c'est quand on parle vraiment, quand c'est une tumeur. Oui, disons que... C'est-à-dire qu'à l'autopalpation, on sent qu'il y a une boule dans le sein, tout simplement. On va chez le médecin, il examine de façon un peu plus approfondie. Je ne rentre pas dans les détails. Et il peut, grâce juste à une échographie, aller un peu plus loin et soit rassurer la patiente et lui dire de faire dans la foulée une mammographie, mais rien d'urgent. Tant qu'on est dans cette dimension-là, si c'est un cancer, la patiente va répondre positivement au traitement. C'est ce que vous essayez de dire, docteur. Non seulement elle va répondre positivement au traitement, mais grâce à la démarche diagnostique et thérapeutique actuelle, on va proposer la bonne arme thérapeutique à cette patiente de façon à lui garantir 100% de guérison à 5 ans. Le dépistage précoce, oui. La prévention également. Comment on fait de la prévention du cancer du sein? La prévention passe par la lutte contre les facteurs de risque. Aujourd'hui, parmi les facteurs de risque, il y a une grossesse, je veux dire, à un âge tardif. Un âge tardif, pour vous, ça veut dire quoi? Un âge tardif, c'est au-delà de 35-40 ans. Il y a aussi les antécédents familiaux, donc le facteur génétique qui n'est non négligeable. Donc dès qu'on a un antécédent dans la famille, chez la maman ou chez la fratrie du côté maternel, la descendance maternelle, il faut se surveiller un peu plus. À ce moment-là, c'est une mammographie chaque année pour ce profil? Pas forcément, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il faut juste comprendre qu'il y a des cas qui sont sans risque, sans facteur de risque, et même dans ces cas-là, il y a des facteurs de risque environnementaux qu'il ne faut pas négliger et il faut quand même se surveiller. Et il y en a d'autres où il y a des facteurs de risque familiaux, des facteurs de risque à ce moment-là, il faut être beaucoup plus vigilant. Parce que c'est un cancer qui est hormonodépendant. Donc les facteurs de risque, en général, c'est des facteurs hormonaux liés aux grossesses, liés à la contraception orale, liés à la prise d'hormones. Justement, la contraception orale, est-ce qu'elle est incriminée dans les cancers du sein? Est-ce qu'elle est incriminée, oui, mais est-ce que ça a été vérifié? C'est des hormones synthétiques qui sont délivrées des fois de nombreuses années à des femmes dans un but de contraception et de façon non contrôlée. Oui, quand c'est comme ça, ça peut favoriser la survenue. Et attention à pilules et tabac, ça aussi c'est un facteur de risque. On enchaîne sur la surveillance du col de l'utérus en prévention d'un cancer, parce qu'on arrive vraiment en dernière minute de l'émission. Le cancer du col de l'utérus, c'est aussi un cancer gynécologique féminin fréquent et pour lequel on peut faire un dépistage précoce. Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire un dépistage précoce? Comment on peut sensibiliser les femmes à aller consulter? Aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est considéré comme un cancer sexuellement transmissible. Donc les médias en ont parlé, il y a même un vaccin. À cause du papillomavirus. Exactement. Donc aujourd'hui, on sait, et c'est prouvé, qu'un cancer du col de l'utérus survient en général vers la quarantaine, c'est-à-dire 10-15 ans après les premiers rapports sexuels, et pratiquement 100% des cancers, si on recherche le virus, on le trouve. Et on trouve des virus oncogènes, parce que ces virus qui s'appellent Human Papillomavirus, c'est des virus à ADN circulaires, très petits, ubiquitaires, c'est-à-dire qui se retrouvent à grande échelle
Et les études ont montré que sur 10 femmes qui ont des rapports, donc en pleine activité génitale, on trouve que 8 sont atteintes dans les 10 premières années de leur activité par ce virus. Alors si elles sont atteintes, et si on vérifie qu'elles sont atteintes, est-ce qu'on peut prévenir, ou toutes ces femmes forcément feront un cancer du col de l'utérus? Il y a une histoire naturelle. Une fois qu'on a été contaminé par ce virus, et c'est quasi obligatoire, vous voyez que 8 sur 10, c'est quand même assez important, il faut faire un suivi, parce que dans ces 8 femmes sur 10, disons 60% vont pouvoir opérer une régression grâce à leur immunité. Naturelle. Et c'est naturellement. Là, oui, naturellement. C'est-à-dire dans les 5 ans, si on les réexamine, on peut ne rien trouver. OK. Et les 40% restants, soit il y a une stagnation, c'est-à-dire le virus est là, mais il ne fait rien, et dans les 20%, il progresse. Et il progresse vers des formes pré-néoplasiques, puis néoplasiques. Et comment on sait si on est porteuse de ce virus ou pas? Tout en faisant, tout simplement, en faisant un frottis cervico-vaginal. Donc ça, c'est la méthode la plus classique, la plus ancienne, qui a évolué aujourd'hui. Il peut être fait en monocouche. Et ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai ramené une petite maquette d'utérus, oui. Donc pour un petit peu représenter tout cela. C'est-à-dire le frottis cervico-vaginal, il consiste à, après disons, à racler la surface du col, comme ceci, et de l'étaler par la suite sur des lames. D'accord. D'accord. Sur des lames qu'on voit par que vous allez envoyer ensuite en laboratoire. Sur des lames qu'on fixe et qu'on envoie à un laboratoire pour un petit peu récupérer les cellules qui sont à la surface du col et les examiner sous microscope. Et le typage HPV, c'est la nouveauté donc, dans ce processus, c'est qu'on peut donc ces cellules les tremper dans un liquide et puis les étudier. Donc c'est le frottis en monocouche. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on fait un brossage donc à la surface, on trempe les cellules dans un liquide, ils sont étudiés et on recherche dans ce liquide la présence du virus. Et sinon avec le frottis, on ne recherchait pas la présence de ce virus? On a, à travers le frottis, le problème du frottis, c'est un problème de sensibilité. Il est spécifique, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé des cellules qui ne sont pas normales, c'est sûr, donc il faut aller plus loin, mais on peut avoir des faux négatifs. On a jusqu'à 50% de faux négatifs. Mais ce qui est le plus commun, c'est le frottis. C'est ce qui est le plus commun, c'est ce qui est le plus prescrit. Mais le plan national de lutte de dépistage de cancer du col, il est basé sur un examen qui est plus anglo-saxon, parce que le frottis est plutôt francophone, qui est un examen visuel. C'est l'inspection visuelle à l'acide acétique et qui commence un petit peu à se pratiquer dans les hôpitaux publics, dans les centres de santé, et qui a cet avantage d'être un peu plus sensible, tout en sachant qu'il donne un peu plus de faux positifs. Docteur Youssef Benjeloun, merci beaucoup pour votre présence avec nous sur le plateau d'On se dit tout, pour toutes vos informations à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission avec tout son soutien et sa bonne humeur. Au plaisir de vous retrouver très vite.